as I see it. We live time backwards. We live time. Passé présent sur Canal Web, une émission d'histoire sociale qui vous parle des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire. Une émission qui évoque le passé pour éclairer le présent. Une émission conçue par des historiens et des historiennes pour faire revivre les acteurs de l'histoire, des plus connus aux obscurs et sans grade. Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de Passé Présent qui a pour titre « Le syndicalisme révolutionnaire ». Et nous évoquerons d'ailleurs la figure de Pierre Monat. Aujourd'hui, 7 octobre 1999, des dizaines de milliers d'élèves, de lycéens étaient dans les rues de Paris et des grandes villes de France. Ils demandaient les moyens que leur avait promis Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, l'année dernière à peu près à la même époque. Ce mouvement est né la semaine dernière dans certaines villes du sud de la France et les syndicats aujourd'hui organisent le mouvement, s'occupent du service d'ordre, demandent à la police de renforcer la surveillance. Alors Claude Pentier, est-ce qu'on peut encore parler, étant donné que ce mouvement est parti à la base, est-ce qu'on peut encore parler d'une action directe comme les aimaient les syndicalistes révolutionnaires ? Bien sûr, on peut parler d'action directe, mais puisqu'on va parler de syndicalisme révolutionnaire, il est placé dans le temps, daté. C'est un courant qui a marqué l'histoire du syndicalisme, qui a accompagné sa naissance et qui a bien sûr des résurgences, qui a donné sa spécificité au syndicalisme français. Alors, marquer sa naissance, la CGT naît en 1895, et dans les années qui suivent, les thèmes de l'autonomie du syndicalisme, les thèmes de l'action directe, de l'action par la grève générale, s'affirment, prennent une grande force dans la lutte contre la guerre. 1914, en ce sens-là, sera un moment difficile pour le syndicalisme révolutionnaire. Et donc on a souvent tendance à dire que sur le plan historique, le syndicalisme révolutionnaire, que sa grande phase se termine en 1914. Mais il y a des résurgences au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les grandes grèves de 1920, par exemple, sont des grèves marquées par le thème de la grève générale. Mais derrière tout ça, il y a un esprit que nous allons découvrir au fur et à mesure de l'émission. Alors, Jacques Julliard, qui va intervenir dans cette émission, est surtout connu aujourd'hui comme journaliste et éditorialiste au journal Le Nouvel Observateur. Mais il a consacré ses principaux travaux d'historien au syndicalisme révolutionnaire. Alors, je souhaiterais, Claude Pentier, que vous puissiez me présenter d'abord Jacques Julliard, historien. Oui, Jacques Julliard a été et reste un historien. Il est directeur d'études à l'École des hautes études. Et une grande partie de ses publications ont été consacrées à Pelloutier. Il a été plus que le biographe de Pelloutier, c'est lui qui a, à partir de Pelloutier, mis en valeur un certain nombre de thèmes de ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire et qu'il a fini par appeler syndicalisme d'action directe. Et il l'a fait au travers de diverses publications par des livres, mais aussi de revues. Il s'occupe d'une revue qui s'appelle Les Cahiers Sorel. Il a fait des articles du mouvement social. Alors nous allons écouter ce que dit justement Jacques Julliard sur le syndicalisme révolutionnaire. Le syndicalisme, c'est la phase première, c'est celle qui est caractérisée par l'entrée des anarchistes dans le mouvement syndical et ouvrier, avec la volonté, nous dirions aujourd'hui, de le noyauter. En tout cas, de l'amener à ses propres idées. Vient ensuite une période où, au fond, les anarchistes, mais pas eux seuls, toute une série de militants de gauche, révolutionnaires, sont pris en quelque sorte à leur propre jeu et abandonnent souvent leurs idées de départ au profit d'une doctrine commune qui est précisément le syndicalisme révolutionnaire.
Et puis, j'ai proposé, et je crois que la chose a été acceptée par la plupart des historiens, pour mieux définir ce syndicalisme, d'abandonner ces deux terminologies et de parler de syndicalisme d'action directe. Parce que là, il n'y a pas l'équivoque qu'il y a toujours entre réforme et révolution, dont le contenu varie suivant les périodes. Le syndicalisme d'action directe, qu'il soit révolutionnaire ou à d'autres moments réformiste, est un syndicalisme qui tend à agir directement dans le domaine de la production et non par le détour de la politique. Je crois que c'est ça qui le caractérise, et c'est donc bien, suivant l'expression de Sorel, l'expression d'une société de producteurs. Voilà, je crois, ce qui le caractérise. Et ce que je disais tout à l'heure des attitudes mentales de ce syndicalisme, avec le poids de fortes personnalités, trouve à s'exprimer dans précisément cette action directe, c'est-à-dire cette action sur le terrain qui n'est que secondairement une action violente et qui à d'autres moments ne l'est pas. Est-ce que la grève générale fait partie de cette action directe? Certainement. Elle est même au départ dans l'esprit des théoriciens, j'ai déjà cité Pelloutier, une manière précisément de changer la société sans passer par l'action politique, sans passer soit par le Parlement, soit au contraire par la révolution proprement dite, c'est-à-dire la prise du pouvoir par une petite équipe à la manière léniniste, qu'on connaîtra plus tard. Au contraire, dans l'esprit des syndicalistes, la grève générale, c'est ce qui devait permettre, au fond, de faire une révolution de partout et de nulle part, une révolution à la base, en quelque sorte, qui, au lieu de confisquer le pouvoir à quelques-uns pour le transmettre à une autre petite partie, aurait donné à l'ensemble des acteurs sociaux, bref, à l'ensemble de la société, une espèce de maîtrise d'elle-même qu'elle n'avait jamais eue. Quelle est la place de Pierre Monat dans ce mouvement syndical? Ben justement, la place de Pierre Monat est très intéressante, parce qu'il vient de l'anarchisme, il ira vers le communisme plus tard, mais tout au long de cette trajectoire, et qui est scandée par les événements historiques que l'on connaît, la guerre de 1914, la révolution bolchevique, bien entendu, tout au long de ces diverses attitudes politiques, il reste fondamentalement un syndicaliste. Par rapport aux anarchistes purs, à ceux que nous appelions il y a un instant les anarcho-syndicalistes, Pierre Monat est un des premiers et un des plus éminents à, au fond, théoriser ce que j'appelais il y a un instant le syndicalisme révolutionnaire, ou même mieux, le syndicalisme d'action directe. Donc, il fait passer ses idées syndicales avant ses idées politiques. Même chose en ce qui concerne la période suivante avec le communisme. Il fait le choix du communisme, mais lorsque il constate la contradiction entre le communisme autoritaire, appelons-le par son nom, le stalinisme, et l'idéal syndical, là encore, il n'hésite pas. C'est l'idéal syndical qu'il privilégie. En cela, Pierre Monat est certainement une des figures les plus pures, en quelque sorte, de ce type de syndicalisme. Incontestablement, il l'est pendant la grande période, jusqu'en 14, il l'est au-delà. Selon l'expression de Fernand Pelloutier, les syndicalistes révolutionnaires étaient des hommes fiers et dignes. Jacques Julliard a cité Pierre Monat. Peu de gens connaissent aujourd'hui Pierre Monat, malheureusement. Et nous avons invité sur ce plateau Colette Chambellan, qui a publié un livre, une biographie sur Pierre Monat, aux éditions de l'Atelier. Alors Colette Chambellan, vous dites, dans votre introduction, « Les syndicalistes révolutionnaires sont sans doute les plus mal connus, les plus oubliés ». Alors pourquoi, d'après vous ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les syndicalistes ne sont pas des intellectuels et l'histoire est faite par des intellectuels qui n'aiment pas beaucoup des gens plus pragmatiques et plus simples. Et ensuite, parce que les syndicalistes révolutionnaires n'ont pas marché dans le sens de l'histoire. Ils n'ont pas mis leur fauteuil dans le sens de l'histoire, puisqu'ils ont souvent refusé la politique et par exemple le totalitarisme stalinien qui a achevé de les faire oublier. Est-ce que Pierre Monat était un intellectuel ? Ça dépend du sens qu'on donne à ce mot. C'était un intellectuel, c'était plus exactement un homme de grande culture
qui avait spontanément le goût, comme beaucoup de gens de sa génération, un goût frénétique de la lecture. Il a pratiqué toute sa vie ce vice impuni de la lecture. Donc c'était un intellectuel de cette façon-là. Mais c'était un homme simple qui était correcteur d'imprimerie, qui a travaillé toute sa vie comme correcteur d'imprimerie, qui n'a jamais été permanent et qui n'a jamais prétendu être un intellectuel qui dirigerait le mouvement ouvrier. Mais alors pourquoi le choix de la biographie puisqu'il y a un mouvement qui est quand même assez vaste autour et un personnage qui n'a pas une notoriété très importante puisqu'il n'a pas occupé de fonction syndicale importante. Il a marqué profondément le mouvement syndical par ses idées sans accepter d'être secrétaire général d'une organisation. Alors pourquoi, par rapport à ça, le choix de la biographie plutôt que l'approche de la biographie collective, par exemple? Je pense que la biographie individuelle était possible compte tenu de la quantité considérable d'archives personnelles de Pierre Monat, de correspondance. C'est un des rares militants qui a tenu un journal dont il y a une ininterrompue de 1928 à sa mort en 1960. Et ensuite, parce qu'au début, j'étais rebelle à la biographie, mais je pense que la biographie permet de resituer les événements par le biais d'un homme. Et on a une vue plus vivante et totalement différente de l'histoire, parce qu'on suit la progression à travers les yeux d'un homme. Il est vrai que Monat est un des syndicalistes qui a survécu, qui a maintenu son nom, peut-être beaucoup par ses écrits, par les revues qu'il a dirigées, par les textes que vous avez publiés avec Jean Métron, aux éditions Maspero, et aussi La lutte syndicale, qui est une reprise de texte que vous avez publiée par vous-même. Mais à quel moment pouvez-vous situer l'importance de Pierre Monat? Est-ce qu'il y a des temps forts, non pas dans sa vie personnelle, mais dans son apport au mouvement syndical? Il y a des temps forts. Le premier temps fort, c'est la création en 1909 de la Vie ouvrière. Au moment où la CGT est un peu en crise, il pense que le mouvement syndical a besoin d'une revue, non pas une revue d'éducation, mais une revue d'action qui aide les militants dans leur action. Cette petite revue à couverture grise, qui maintenant paraît sous une forme d'une hebdomadaire, est certainement le premier point fort de sa vie. Le deuxième point fort, c'est en 1914, son refus de la politique d'union sacrée. Non pas son pacifisme, parce qu'on ne peut pas le qualifier vraiment de pacifisme, son internationalisme. Et il refuse que la CGT s'engage dans une politique de collaboration avec le gouvernement. Il sera d'ailleurs mobilisé après avoir démissionné du comité confédéral de la CGT, et il fera toute la guerre en première ligne à Verdun et en première ligne pendant toute la guerre. Donc, parce qu'il voulait être à côté de sa classe, il a pensé à la désertion. Donc ça, c'est un point vraiment très très fort. Troisième point fort, c'est son adhésion à la Révolution russe, qu'on comprend d'ailleurs par le biais biographique, parce qu'on voit de quelle façon, en sortant des tranchées, il apprend le soulèvement de Russie avec des hommes qu'il connaît. Il a connu Trotsky à Paris en 1914 et il adhère, il pense qu'il va y avoir un souffle qui va balayer la social-démocratie et la politique d'union sacrée. Ça, c'est aussi un point fort. Il refait reparaître La Vie ouvrière en 1919 sous forme d'hebdomadaire et il entre après à l'Humanité, au journal L'Humanité, sans entrer au Parti communiste. Il y rentre qu'en 1923. Et autre point fort, et je trouve très important, mais qui a achevé de le faire oublier, c'est son refus de la mise sous tutelle de la Russie, du Parti communiste, et son refus d'un totalitarisme et de méthodes dont il voyait les prémices dans le parti de l'année 1924. Et ça aussi, c'est un point fort. Je pense que c'est une idée forte, ce refus du totalitarisme, du stalinisme, qui a achevé aussi de le faire oublier, parce que c'est l'époque où le Parti communiste prend une place plus importante et la CGT. Oui, mais cet homme qui a su dire non, cet homme qui dit non, justement permet aujourd'hui de le redécouvrir. Au moment... Il ne faut pas employer le terme « dit non » parce que c'est un peu trop médiatique en ce moment. Ben voilà, mais notre émission est également... Influencée par les spectacles. Voilà. Donc, cet homme qui sait dire non, qui sait refuser, s'inscrit dans une continuité, dans aussi une rupture d'audience du syndicalisme révolutionnaire. Comment c'est celui qui
qui porte le thème du syndicalisme révolutionnaire jusqu'au-delà de la guerre froide. Avec quelles difficultés? Est-ce que lui-même s'est interrogé d'ailleurs à différents moments sur les voies, les méthodes d'action? Il l'a porté essentiellement au travers d'une revue, par une présence dans les syndicats, mais quand on arrive par exemple à la période de la guerre froide, il a des hésitations dans les options syndicales. Mais je crois il s'est posé d'abord, c'était pas un homme de certitude. Il a eu des interrogations toute sa vie et il a suivi toujours de très près l'évolution du mouvement ouvrier, mais aussi l'évolution de la condition salariale et de la condition des ouvriers. Donc ce sont des questions qui s'est toujours posées. Et je pense que c'est un de ces personnages qui sont des hommes de refus, mais aussi des hommes d'enthousiasme, qui sont à la fois désespérés par l'évolution, mais qui en même temps croient encore qu'il y a une autonomie possible pour l'action syndicale et pour la classe ouvrière. Et c'est un passeur, en somme, entre des idées du 19e siècle qui sont celles de la première internationale, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, en passant par Pelloutier et après par les premiers militants, ceux qu'on ne peut pas appeler les anarcho-syndicalistes, mais les libertaires qui ont été une des bases du mouvement syndical français. Son option syndicale le conduisait-il à l'indifférence vis-à-vis de la politique? Par exemple, est-ce qu'il votait aux élections? Il a toujours voté. Et il était passionné de politique. C'est un des seuls particuliers que je connaisse qui était abonné au débat parlementaire. Et il était passionné par la vie politique. Il a toujours voté, il allait voir les résultats. Il dialoguait avec les intellectuels, oui. Par exemple avec Camus, et qu'il a eu une certaine influence sur Camus. Est-ce qu'il dialoguait aussi avec des hommes politiques, socialistes, communistes Oui, beaucoup dans le début de sa vie. Il a dialogué aussi bien avec Laval, qui était chroniqueur juridique à la bataille syndicaliste, on l'a oublié. Qui a eu un destin différent. Un destin qui l'a conduit jusqu'à Vichy. Mais Pierre Monat avait une équipe autour de lui. Oui. Comment se constituait l'équipe autour de lui? Est-ce qu'il était un leader incontesté, ou est-ce qu'il laissait des moments jouer un rôle à tel ou tel membre de l'équipe? Enfin, et comment s'est maintenu dans la durée cette équipe? Je crois que justement, ce n'était pas un leader. Il n'avait aucune ambition personnelle de diriger et il aimait mieux écouter que parler. Et son équipe s'est constituée, il y a eu la première équipe autour du noyau de la vie ouvrière. Il tenait à ce terme de noyau qui servait de comité de rédaction et s'est poursuivi après avec la création de la Révolution prolétarienne. Et c'était un homme de dialogue. Et cette équipe, le premier livre que j'aurais aimé faire, ce serait appelé Portrait d'un homme avec groupe, pour montrer justement quels étaient les apports des uns des autres, les apports de Rosmer, par exemple, qui a donné une dimension internationale à l'action de la vie ouvrière ou de la révolution prolétarienne. Il a eu beaucoup de contacts avec les internationaux. Et un de ses proches était votre père, Maurice Chambellan. Oui. C'est ce qui vous a donné la vocation, le goût d'entreprendre cette vocation, non, biographie. mais j'ai hérité des archives de Pierre Monat et j'ai pensé que c'était une façon aussi de ne pas rompre une chaîne et de pouvoir transmettre un certain nombre de choses. Ce qui posait des problèmes, parce que c'est une histoire qui est à la fois personnelle, mais qui ne m'est pas personnelle. Et sur le plan historique, c'était assez intéressant d'essayer d'être à la fois témoin et historien. Vous dites quand même, j'ai lu dans votre introduction, Pierre Monat est pour moi une sorte de grand-père choisi, estimé, aimé. Vous avez été assez proche quand même. Oui, parce que c'est lui qui a fait venir mon père en 1922 à Paris pour prendre le secrétariat de rédaction de la Vie ouvrière. Et j'ai connu Monat, ou il m'a connu quand je devais avoir 15 jours. Et on s'est toujours fréquenté. J'ai toujours apprécié sa personnalité, son accueil. Mais ce que je voulais surtout pas faire, c'était une hagiographie. Et c'est ce qui posait aussi des problèmes. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement attendu pour la faire, pour garder une distance quand même par rapport au personnage. Que reste-t-il de ce qu'a construit Monat en termes de revues, d'idées, d'influence? C'est toujours difficile de mesurer les influences. Je pense qu'on est à une période où les gens recherchent d'autres hommes que des hommes de certitude absolue. Je pense qu'il a laissé un exemple. Il sort un peu du schéma habituel du militant ou du dirigeant. Donc je pense que ça peut jouer un rôle dans les gens qui réfléchissent sur ce que peut être une action syndicale.
Alors, Claude Pentier, vous avez demandé à Colette Chambellan ce qui est resté aujourd'hui de l'action de Pierre Monat. Alors moi, je vais élargir un peu la question. Que reste-t-il aujourd'hui du syndicalisme révolutionnaire? Il reste d'abord quelques courants, mais qui sont très minoritaires, qui se réclament directement du syndicalisme révolutionnaire. Ce sont par exemple des syndicats dans la CGT, comme le syndicat des correcteurs. Pierre Monat appartenait d'ailleurs lui-même au syndicat des correcteurs. Dans l'enseignement, c'est la tendance école émancipée, qui s'intitule Tendance syndicaliste révolutionnaire de l'enseignement. Dans les courants syndicaux se réclamant de l'anarchisme, avec plutôt la référence, alors une référence à l'anarcho-syndicalisme comme au syndicalisme révolutionnaire. Mais là déjà, Jacques Jullière a évoqué la différence qu'on doit faire entre les deux formes. Mais je crois plus fondamentalement, le syndicalisme révolutionnaire a tellement marqué le syndicalisme français qu'il en reste des formes de mobilisation, une espèce de capacité, en dehors des influences politiques, de se saisir de l'événement, du moment, de la revendication, de faire monter quelque chose qui prend forme et qui influe. Alors, bon, vous évoquiez les lycéens. Naturellement, les lycéens n'étant pas Dans la production des travailleurs. N'étant ni dans la production, ni dans une influence politique immédiate, sont les plus rapides à saisir, à voir l'efficacité de formes de mobilisation. Mais à différents moments, on est amené à commenter, dans les grèves de 95 ou d'autres moments, à commenter des spécificités françaises de la mobilisation ouvrière. Nous allons écouter d'ailleurs ce que dit Jacques Julliard à ce sujet. Je lui ai posé aussi la question, que reste-t-il aujourd'hui du syndicalisme révolutionnaire? En termes de mouvement organisé, précisément, pas grand-chose. Bien sûr, il y a des petits groupes qui se réclament plus ou moins du syndicalisme révolutionnaire, ou même parfois, chez les anarchistes, de l'anarcho-syndicalisme. Vous avez les mouvements anarchistes comme la CNT, d'origine espagnole, etc. Tout cela ne fait pas grand monde. Ça fait déjà un peu plus de monde si on se souvient qu'il existe dans les grandes confédérations des petits groupes qui se réclament explicitement du syndicalisme révolutionnaire. Il y en a par exemple la Force ouvrière, il y en a eu longtemps à la CFDT, il y en avait même, je pense au syndicat des correcteurs, à la CGT. Mais au-delà de ces, je n'ose pas dire ces survivances, mais de ces petits groupes, il y a une tradition française qui est une tradition précisément d'action directe. Ce qui est la caractéristique principale du syndicalisme français, c'est l'incapacité des chefs à déclencher les grèves, par exemple. Les dirigeants syndicaux en France, et cela depuis le début du siècle, ont toujours pris le train en marche, le train de la base. Et ce qui caractérise un chef syndical en France, c'est qu'il est toujours en avance ou en retard sur la base. Il n'arrive jamais à être à peu près au même rythme parce que c'est la base qui... ce sont les chefs qui proposent, mais c'est toujours la base qui dispose. Et cette espèce d'autonomisme, cette fierté, certains diraient cette pagaille aussi, ou cette inorganisation, ça c'est quelque chose qui est la caractéristique du syndicalisme français et qui doit beaucoup au refus de la bureaucratie qui est à la source du syndicalisme révolutionnaire. Claude Pentier, ce livre Pierre Monat de Colette Chambellan a été édité dans la collection La part des hommes. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette collection que vous dirigez et nous dire un peu quelle est sa ligne éditoriale? Oui, cette collection accompagne la publication du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Je veux dire qu'elle est dans l'esprit de la tendance historiographique qui a été impulsée par Jean Métron et qui consiste à donner place à des acteurs du mouvement social
qui peuvent être parfois connus, mais qui souvent sont des découvertes. Et finalement, on aime mieux les ouvrages comme celui qui a été consacré, par exemple, à une féministe, Madeleine Pelletier, qui est une découverte très forte, tout en laissant la place à des gens comme Eugène Varlin, qui ont joué un rôle pendant la Commune de Paris. Enfin, l'idée, c'est d'offrir à un public des ouvrages qui sont agréables à consulter, par le plaisir de suivre un itinéraire, et qui en même temps pousse à une découverte plus importante, et par exemple à la découverte de la biographie collective au travers du Métron. Je crois que Pierre Monat avait, alors lui, tout à fait sa place dans cette collection qui compte pour l'instant une douzaine de titres, et qui compte s'étendre encore à d'autres noms, peut-être pas simplement d'ailleurs des noms du mouvement ouvrier français, mais et pas uniquement du mouvement ouvrier, des acteurs du mouvement social à l'échelle internationale. Alors les internautes peuvent d'ailleurs trouver la liste de ces livres dans ce qu'on appelle le book à Internet. Et aujourd'hui, nous allons aussi créer une nouvelle rubrique dans cette émission, à partir de l'émission numéro 2. Parce que nous avons reçu des compliments sur l'émission, alors on est obligé de créer la rubrique courriel. Pourquoi courriel? Parce que c'est le terme que nos amis internautes québécois ont créé, un terme français. Alors pourquoi pas? Nous disons en bon français email, mais nous avons préféré donner le terme de courriel. Alors Claude Pentier, je pense que vous êtes prêt à répondre à toutes les questions qui seront posées, d'ordre historique, je précise. Avec grand plaisir, à les relayer, à approfondir des demandes d'explications, à les orienter éventuellement vers les historiens qui auront été présents. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous des messages. Alors nous avons reçu des compliments, on doit dire, de M. Rigiel. Qui est M. Rigiel? C'est un historien qui s'occupe d'un site internet pour l'École normale supérieure. Alors, on accepte tous les compliments, mais aussi les critiques, les propositions, et y compris des questions concernant des sujets futurs. Alors, le prochain rendez-vous aura lieu donc dans 15 jours, c'est-à-dire le 21 octobre. Alors, Claude, sur quel sujet? Oui, sur le 17 octobre 1961. Alors pourquoi une date unique comme ça? Eh bien parce que cette date, c'est la date de la manifestation d'Algériens à Paris, qui est marquée par une répression très dure, qui a été qualifiée d'ailleurs récemment par la justice de massacre. Et il y a tout un débat sur cette manifestation, un débat qui divise d'ailleurs les historiens, et peut-être pour la première fois, nous aurons sur le plateau plusieurs de ces historiens qui ont dialogué entre eux sans jamais se rencontrer. Nous aurons Claude Liauzu, qui est professeur à Paris 7. Nous aurons Jean-Paul Brunet, professeur à l'École normale supérieure, et le témoignage de Jean-Luc Kennedy, qui est à la fois historien, journaliste, et qui a été celui qui a le plus écrit sur ces manifestations sous le titre « La bataille de Paris ». Ceci est la prochaine émission. Et est-ce qu'on peut donner déjà 2-3 orientations sur les émissions futures, des thèmes sur lesquels on pourrait déjà recevoir peut-être un peu de courriel? Les prochains thèmes que nous allons aborder seront le pacifisme, autour des dates d'actualité qui est le 11 novembre, et puis les brigades internationales. Voilà des thèmes sur lesquels vous pouvez nous écrire, prendre contact avec nous. Alors cette émission se termine. Je vais remercier surtout Colette Chambellan qui est venue sur le plateau nous parler de Pierre Monat. Je remercie aussi Jacques Julliard qui nous a accueillis au Nouvel Observateur pour répondre à quelques questions. Je remercie bien sûr Claude Pentier que nous retrouvons dans chaque émission, qui est notre spécialiste pour l'histoire. Et puis notre équipe technique avec Michael qui dirige toute l'équipe. Merci, ciao, ciao, à bientôt.